Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Ce que tu faisais avant qui était bien, tu vois, tu faisais un résultat en compétition, tu faisais un podium qui était bien, qui était quelque chose même d'exceptionnel, et ben aujourd'hui, c'est, pour les gens, c'est un peu pourri. Parce que les gens s'attendent à ce que tu gagnes, à ce que tu sois en finale, à ce que ce soit toi le patron. Et c'est dur aussi ça, parce que moi c'était un truc que j'avais jamais vraiment vécu. Comment présenter mon invité du jour ? Parce que le Kamehameha au Club France, c'est déjà fait. La fête au Club France, c'est déjà fait. Le Grand Palais, c'est déjà fait. Remplaçant pendant les Jeux de Paris, mais médaillé quand même avec son équipe, ça, c'est jamais fait. Donc j'ai toujours admiré l'escrime pour ça d'ailleurs. Dans les épreuves par équipe, ils sont 3 à concourir et un remplaçant. S'il entre en jeu, il peut être médaillé et sinon, pas de médaille. Ce que je trouve assez cruel, mais bon, c'est le jeu. Il regarde ses coéquipiers monter sur la boîte et c'est tout. En l'occurrence, à Paris, il est monté sur la boîte. Donc forcément, cette situation, elle pousse à vouloir être le meilleur, ce qu'il est aujourd'hui, numéro 1 mondial en sabre, chapeau. Moi, je peux le dire, je suis très heureuse d'être avec Jean-Philippe Patrice aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Jean-Philippe. Salut Solène. Merci d'être avec moi ici. Pour te présenter, j'aimerais que tu le fasses en une phrase, mais sans me parler de sport. Sans te parler de sport en présentant en une phrase, pas facile. Je vais te dire que je suis un éternel gamin et un grand rêveur. Et une phrase pour me parler de ton sport ? Parler de mon sport, sans parler d'escrime directement, je vais te dire que c'est une partie d'échecs avec un rythme de F1. Est-ce que tu peux me raconter justement comment t'es tombé là-dedans quand t'étais petit, comment t'as découvert l'escrime ? Enfin, est-ce que... Alors, comment j'ai découvert l'escrime ? De manière assez banale, j'ai envie de te dire, parce que comme tous les gamins, j'ai essayé plein de sports. Mes parents n'étaient pas athlètes de haut niveau, n'étaient pas dans le milieu du sport, mais ils avaient vraiment cette volonté qu'on ait cette éducation justement physique et sportive qui t'amène certaines valeurs au-delà finalement de ce que peuvent t'amener tes parents dans le quotidien ou même l'école tout simplement. Et puis, il y a une section qui est ouverte dans ma maison de quartier. Alors, ça n'avait rien d'une salle d'escrime. C'était une salle polyvalente, tu vois, où tu peux avoir du step, du judo, du yoga, la balle aux prisonniers. Et puis, j'ai essayé et j'ai accroché. J'avais 10 ans, donc un petit peu tard finalement pour commencer l'escrime parce que généralement, ceux qui commencent, ils sont plus vers 5-6 ans. Mais moi, j'ai attaqué et puis j'ai de suite accroché. Pourquoi ? Parce que ça m'a énormément plu par l'aspect bienveillant de mon maître d'armes à l'époque. Il y avait un côté humain absolument fantastique avec qui j'ai encore beaucoup de discussions aujourd'hui. Il n'était pas dans la sphère du haut niveau, mais il m'a amené l'amour de ce sport. Et puis, de manière toute simple, avec j'ai envie de te dire, le contexte social, j'étais content de retrouver tes copains le mercredi après-midi, après l'école. Donc voilà, c'est pour ça que je suis resté dedans et ça m'a plu parce que l'âme de chevalier un peu qui est en chacun de nous, on va dire que c'est un sport qui n'est pas forcément pratiqué par tout le monde en compétition, mais c'est vrai que chaque personne qui essaie aime beaucoup parce que qui n'a jamais vu un film de Pirates des Caraïbes, de KPDP ou même de Star Wars, Zorro, tu vois, quelles que soient les époques, tout le monde a eu un contact plus ou moins proche ou éloigné avec ça finalement. Ouais. Donc voilà, moi j'ai accroché, ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui fait que tu choisis le sabre ? En fait, c'est assez simple dans le sens où les maîtres d'armes sont maîtres d'armes aux 3 armes finalement, mais de base ils ont une arme de prédilection. Et quand tu vas dans un club, le maître d'armes enseigne une arme. Donc tu peux te retrouver dans un club où ils font du fleuret, un autre de l'épée, ou un autre du sabre. Après, tu as des clubs où ils ont énormément de licenciés, ils peuvent avoir 2-3 maîtres d'armes qui vont faire plusieurs armes, et comme moi je t'ai dit, j'ai commencé dans une maison de quartier. Mon maître d'armes, c'était un peu par défaut, quoi. Ouais, en fait, mon maître d'armes était fleurettiste, mais il voulait ouvrir une section de sabre pour essayer, parce que ça lui a toujours plu, et puis finalement, moi je suis tombé dans sa section de sabre, donc voilà. Okay. Tu te souviens ce que tu as ressenti sur tes premiers entraînements quand tu as commencé à manier justement le sabre, à mettre le masque, enfin, c'est quand même des choses qui sont un peu impressionnantes, quoi. En fait, tu te sens chevalier, quoi. Tu vois, t'es le super-héros que tu peux pas être, surtout quand t'as cet âge-là, quand t'as de 5 à 10 ans, même 12-13 ans, t'es vraiment le super-héros que tu voudrais être dans la vie de tous les jours, et tu peux pas l'être. Et finalement, quand on te met une arme dans les mains, un masque, tu sais, c'est tout un peu un rituel, tu vois, c'est comme si t'enfilais ton costume de super-héros. Et moi, alors, ça me paraît un peu loin aujourd'hui, mais les souvenirs que j'en ai, c'était ça, quoi. Moi qui étais un grand timide en plus à l'époque, ça me permettait vraiment de m'exprimer totalement. Une fois que j'avais le masque sur la tête,
finalement, je pouvais être qui je voulais et qui j'avais envie d'être. Donc ouais, c'est vrai que cette sensation de mettre quelque chose sur ça, voilà, c'est très solennel, c'est tout un rituel, et puis tu te sens avec des super pouvoirs, quoi. Du coup, c'était super cool. Tu te souviens de tes premières compétitions? Ouais, j'étais nul. Ah. Tu sais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Enfin, alors, j'étais nul. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'étais petit, j'ai toujours eu l'habitude d'être avec les plus grands parce que ça me plaisait. Du coup, j'ai fait les premières compétitions. Je voulais pas les faire dans ma catégorie, je voulais faire dans la catégorie supérieure pour être avec mes copains. Quand t'as 10 ans et que t'es face à des gens qui ont 13-14 ans ou même 12-13 ans, bah, le gap physique, il est quand même immense. Donc, ça se passait pas super bien dans les catégories supérieures. Pas que je finissais dernier, mais j'arrivais pas à performer. Voilà, sans dire comme je le voulais, parce que ce serait mentir que de dire quand t'es gamin, tu veux être champion olympique, c'est un peu compliqué. Mais ouais, après, quand je suis redescendu dans mes catégories, du coup, parce que ça s'est passé sur les peut-être 6-7 premiers mois, où c'était des compétitions départementales, régionales, mais je voulais les faire avec mes copains, donc je m'inscrivais aux mêmes compétitions que eux. Et mon coach, enfin mon maître d'armes à l'époque, me disait attends, il faudrait que tu fasses dans ta catégorie. Et puis quand j'ai commencé à les faire dans mes catégories, bah, ça s'est bien passé, je commence à gagner. Donc d'où le fait aussi que Et ça pour m'a amené autant, ça t'a pas dégoûté? Enfin, même si t'étais Non, nul. pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, le sport me plaisait tellement. On va dire que l'esprit de compétition extrême est arrivé plus tard. Mais le contexte social me plaisait tellement. J'aimais tellement être avec mes copains. Je faisais tellement un truc qui me faisait kiffer. Et le maître d'armes était tellement. Enfin, il y avait tellement un bon rapport avec lui que j'y allais avec plaisir, quoi. Bon, quand je perdais, je pleurais, ça m'énervait, tout ça. Mais j'étais de retour dès le mardi ou le mercredi, comme je t'ai dit, après l'école. Et ça me plaisait tellement que je voulais y aller, quoi. Ouais. Mais ça a pas changé. Même encore aujourd'hui, si tu perds, ça t'énerve. Enfin, c'est logique. Je pense que ça m'énerve encore plus aujourd'hui que ce que ça m'énervait à l'époque. Je pense que je déteste plus perdre que j'aime gagner. Bah, du coup, ça te donne la rage aussi de gagner, parce que Bien si sûr, vraiment ouais. c'est trop fort, la colère de la défaite. C'est pas la colère, parce que finalement je relativise très vite. Je suis quelqu'un qui relativise très vite, et des fois ça surprend les gens. Ça peut surprendre mes proches, ça peut surprendre mes entraîneurs, ma femme, mon frère, mes amis, parce que je perds et sur le moment c'est vrai que je suis déçu, que ça m'énerve beaucoup. Mais finalement, 1 heure après, le truc est passé, quoi, tu vois. Ouais. Et il y a des gens, des fois, ils ont besoin, chacun a sa méthode, tu vois. Mais il y a des gens qui ont besoin, des fois, une demi-journée, 1 jour, 2 jours, 3 jours pour passer à autre chose et revenir. Moi, finalement, 1 heure après, c'est passé. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est quelque chose qui me déplaît beaucoup. Et du coup, bah, de ce fait que je déteste perdre, bah, ça m'amène à vouloir encore plus gagner, quoi. Tu te souviens, enfin, j'imagine que tu te souviens, mais comment est-ce que t'es détecté pour entrer à l'INSEP, en équipe de France, etc. Parce que tu l'as dit que petit, juste tu fais de la compète pour être avec les copains, tu penses pas tout de suite rêve olympique, mais malgré tout, aujourd'hui, ça fait partie de ton quotidien, quoi. Bah, aujourd'hui, c'est complètement mon quotidien, hein. Je suis sportif professionnel, c'est mon boulot. Donc, pas le temps de faire grand-chose à côté. Même en loisir, c'est compliqué, hein, que nos emplois du temps sont super chargés entre compétition, entraînement et puis récupération. Qu'est-ce qui t'amène à rentrer en pôle France quand tu es dans les catégories minimes, donc c'est moins de 15 ans? Tu peux remplir un dossier pour rentrer au pôle France Jeune. Donc, pôle France Jeune, c'est les catégories cadet et junior. Et sur l'année, l'entraîneur national, donc cadet et junior, en fait, tu es amené à faire des stages 1 à 2 fois dans l'année là-bas au pôle France Jeune qui était à Tarbes. Et donc, il va te regarder sur les compétitions minimes et surclassé cadet toute la saison. À la fin de la saison, il va prononcer sa décision. Et à la suite de ça, donc tu sais si tu rentres ou pas en pôle France Jeune. Donc moi, je suis parti de chez moi, j'avais 15 ans, donc c'était tôt, à la fin de ma 3e. Il n'y a pas eu de question, justement, vu que tu pars à 15 ans, de ta famille et tout, parce que c'est toi le grand. Ouais. Et donc, du coup, tes parents, c'est pas un milieu qu'ils connaissent non plus. Ça a été très dur pour mes parents, notamment pour ma mère. Ma mère, ça a été assez traumatisant pour elle, parce que bah, tu vois ton premier enfant partir. Nous, c'est vrai qu'on a un rapport familial qui est très fort. On est un peu une tribu, un peu un cocon. Et du coup, c'était dur pour mes parents, mais je leur ai dit, c'est mon rêve et j'ai envie de faire ça. J'ai envie de me challenger et de tenter l'expérience. Donc voilà, et puis ils m'ont laissé partir, même si c'était dur pour eux, parce qu'ils voulaient mon bonheur. À l'école, ça suivait, donc ils n'étaient pas trop inquiets à ce niveau-là. J'étais un bon élève. Mais après, c'est vrai que quand tu pars de chez toi, que tu as 15 ans, quand tu arrives là-bas, ben ouais, c'est bon, t'as quitté papa et maman, t'as 15 ans et tu te rends pas trop compte de tout ça. Donc on va dire que les premiers mois, c'est facile, les 6 premiers mois, c'est facile. Puis quand t'arrives dans la période de l'hiver, quand ça commence à faire 2-3 mois que t'as pas vu tes parents, parce que à l'époque, mes parents, ils roulaient pas sur l'or. Et puis, Tarbes, Marseille, t'as pas de ligne TGV. Donc, c'est vrai qu'on se voyait pas souvent. Mais ça a été dur pour eux, mais finalement, ça n'a pas été un si mauvais choix. Et j'ai rejoint l'INSEP en 2016. Et c'est justement cette même personne qui m'avait détecté, qui m'avait proposé de rentrer à l'INSEP.
Et après, il a migré vers d'autres pays. Il a été entraîneur national de la Chine. Il est redescendu au Pôle France Jeune. Là, toi, tu te rends compte quand tu arrives à l'INSEP ce que ça veut dire? Ça faisait rêver. J'avais fait quelques stages là-bas parce que quand j'étais junior, avant de rentrer à l'INSEP, j'avais déjà fait quelques Coupes du Monde. J'avais fait une demi-saison internationale senior avec le groupe parce que je performais bien en junior et je performais aussi en national en senior. Donc, il m'avait amené à partir sur les compétitions en senior. Et c'était absolument incroyable. Enfin, la première fois que tu passes les portes de l'INSEP, le truc est gigantesque. Tu es toujours bercé un petit peu dans l'histoire, l'épopée de tes anciens, quoi, tu vois, qui ont gagné beaucoup de médailles. Alors, moi j'avais eu la chance parce que les frères Touillat étaient tarbés, notamment Damien avec qui j'ai un très bon rapport, Nicolas Lopez qui était tarbé également, qui venaient de temps en temps quand ils rentraient chez eux parce qu'ils avaient fini leur carrière, qui étaient de passage à la salle, donc de discuter avec eux. Donc tu te dis, waouh, eux ils ont gagné des médailles olympiques, ils ont été en équipe de France, ça a été des grands de notre sport. Donc forcément, ça te fait un peu rêver. Et puis le jour, on te dit, viens faire un stage à l'INSEP. Tu ouvres les portes de l'INSEP, tu rentres dans la salle. Enfin, c'est une atmosphère absolument incroyable. Tu vois les photos. Tu vois les photos. Et puis tu peux t'entraîner à ce moment-là. Parce que moi, je m'entraînais avec, du coup, quand je suis rentré, les gens qui étaient très forts, c'était Vincent Anchtet, qui est mon entraîneur aujourd'hui, Bolade Apiti, qui a été un de mes coéquipiers. Avec qui j'ai été médaillé par équipe au jeu, donc il a un peu duré le papy. mais voilà, c'était des athlètes incroyables. En plus, ils m'envoyaient des messages quand je performais en compétition junior. Donc, tu vois, quand je suis arrivé là-bas, j'avais des étoiles plein les yeux et je me suis dit, ouais, c'est vraiment l'envie que j'ai là où j'ai envie d'être. Ouais. J'ai envie aussi d'avoir leur niveau. Parce que c'était vraiment ce qui me faisait rêver. Ils étaient tout en haut, ils battaient les mecs, ils étaient dans les 10 meilleurs mondiaux, dans les 5 meilleurs mondiaux à certains moments de leur carrière. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie d'être de ce truc-là, tu vois. Si je suis parti de chez moi aussi jeune et que j'ai performé et que j'ai été bon en junior, j'ai envie d'essayer d'être bon en senior aussi. Après, la marche, elle est tellement immense entre junior et senior que ça prend du temps. Et puis, ça te demande des choses dont tu t'imagines pas forcément quand tu as 20 ans, quoi. Alors je pourrais avoir beaucoup d'anecdotes sur la saison dernière, mais celle-là, je pense que c'est celle qui m'a le plus touché. C'est finalement quand on est au championnat du monde à Tbilissi en Géorgie, fin juillet, je ne saurais plus te dire les dates exactement, mais ça doit être aux alentours du 23-24 juillet, où on arrive là-bas. Et le jour de l'épreuve, ça doit être pareil, je pense le 27, quelque chose comme ça. Et c'était une journée qui était extrêmement stressante pour moi, extrêmement dure, parce que la saison, en fait, a tellement bien marché. Et finalement, je n'ai pas vraiment eu d'entre-deux dans ma carrière, c'est-à-dire que je faisais des tableaux de 32 ou des tableaux de 16, et puis je me suis retrouvé à gagner. En fait, j'ai fait un podium au championnat d'Europe en 2024, la médaille olympique, et puis la deuxième compétition de la saison en 2024-2025, je la gagne. Et à partir de là, tout s'est enchaîné et j'ai gagné une deuxième épreuve dans la saison, je fais une deuxième place en Grand Prix, et puis en fait, j'arrive au championnat d'Europe, je fais troisième une nouvelle fois. Et puis là, tout le monde te dit, que ce soit les journalistes, les gens du milieu, tes amis, te disent « Attends, mais tu peux être numéro 1 mondial, attends, mais tu peux être médaillé mondial. » Et c'était un truc, je t'avoue, auquel, forcément, la saison allant de l'avant, j'ai commencé à en prendre conscience. Ouais, à y croire, quoi. Ouais, et puis je me suis dit, putain, tu peux pas passer à côté de ce truc-là parce que être numéro 1 mondial dans une carrière, gagner le classement de la Coupe du Monde, être le meilleur dans ton sport à ce moment-là, être le boss, ça serait dur d'avoir fait tout ça et de passer à côté, quoi. Tu sais, par rapport au tableau, si tu as besoin de gagner le titre, si tu as besoin de... Je connaissais tous les points. En fait, tous les points. Si tu préfères, je savais avec qui j'étais en compétition, plus ou moins, parce que je savais aussi qu'à partir d'un certain tour de tableau, il y avait des gens qui pourraient plus me rattraper dans le classement. Et du coup, c'était une compétition archi stressante pour moi. C'est-à-dire qu'en dehors des matchs, c'était un supplice, quoi. La journée a commencé super tôt et a fini super tard, donc ça c'était cool. Mais franchement, quand j'étais sur la piste, il y avait vraiment une décompression et j'étais vraiment bien dans ce que je faisais et j'ai envie de te dire, c'était un peu mon échappatoire sur la journée, le moment où je rentrais sur la piste. Mais en dehors de ça, du coup, j'étais dans le calcul toute la journée. Ouais. Tu t'es mis la pression tout seul ? Ouais, je me suis mis la pression même avant, parce que la préparation a été dure. Si tu préfères, je savais que j'étais numéro 1 à la race avant les championnats du monde. Et je savais plus ou moins avec qui j'étais en concurrence. Et du coup... T'étais en concurrence avec qui ? J'étais en concurrence avec mon frère, qui a fait une saison... de malade. Parce qu'il faut le dire quand même. Ouais, moi, je sais que t'es en concurrence avec lui, mais... Ouais, j'étais en concurrence avec mon frère qui avait été numéro 1 mondial pendant la saison régulière, lui. Donc j'étais en concurrence avec lui, c'était mon principal concurrent parce que ça se jouait... En fait,
pour qu'il soit devant moi, il devait faire un tour de plus que moi. À part, je sais plus, voilà, mais il devait faire un tour de plus que moi. Et après, j'étais en concurrence avec 2 autres personnes qui avaient fait une très bonne saison aussi, mais qui étaient un peu plus loin, finalement. Et donc, toute la journée, ouais, j'étais dans le calcul, c'était dur. En fait, dès lors que je sortais de mon match, je me mettais sur mon téléphone. Dans un sens, ça m'a ultra motivé parce que je me disais, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Mais dans un autre sens, ça mettait tellement de stress que, honnêtement, si je devais revenir en arrière, je sais pas si je l'aurais fait différemment ou pas. C'est vraiment une question que je me suis posée. J'ai envie de te dire, peut-être pas, parce que finalement, ça a mené à réussir ce jour-là. Mais le vivre de cette manière-là, je sais pas. C'est une vraie question. C'est pas si facile à répondre. Parce que du coup, il y avait plus de pression à devenir numéro 1 mondial qu'à devenir champion du monde. Bah ouais, alors c'est assez bête ce que je vais te dire, mais parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit attends, être médaillé mondial dans une carrière en individuel, dans notre sport, c'est un avènement, tu vois, c'est quelque chose de super dur et qui plus est arriver en finale. Donc être vice-champion du monde ou champion du monde, c'est un titre quand même super dur à avoir. Et en fait, moi, ce jour-là, j'étais focus que sur devenir numéro 1 mondial, quoi. C'était vraiment une obsession. Enfin, pas que ce jour-là, mais sur les mois qui ont précédé, c'était devenu une T'arrives obsession. à expliquer pourquoi ? Je suis un grand fan de tennis. J'adore le tennis et si tu préfères, c'est vraiment une inspiration pour moi. Federer, Nadal, Djokovic, beaucoup de sportifs de manière générale sont des inspirations pour moi. Mais comme le tennis, c'est un sport que je regarde beaucoup et j'ai regardé beaucoup d'interviews et de documentaires du Big Three, en fait, quand tu es numéro 1 mondial, c'est toi le patron, quoi. En fait, pour moi, et encore une fois, bien sûr que j'ambitionne d'être champion du monde et champion olympique, qui sont des titres suprêmes dans notre sport. Mais quand tu deviens numéro 1 mondial, surtout en fin de saison, que tu gagnes le classement de la Coupe du Monde, c'est que tu gagnes, c'est toi le numéro 1 sur la saison. Ça veut dire que tu as été bon toute la saison partout, quoi. Et ça veut dire finalement que tu as gagné plus que les autres. C'est pas le même prestige en fait, parce que gagner un titre mondial ou un titre olympique, c'est être le meilleur sur une journée. Ouais, c'est ça. Être numéro 1 mondial, c'est être le meilleur sur une année complète. Et donc Ouais, ça demande un engagement sportif et humain qui est hors du commun, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Ça demande beaucoup, beaucoup de choses et je pourrais revenir dessus si tu veux parce que j'ai absolument aucun souci à parler de ça. Mais c'est Djokovic qui avait dit ça et j'avais vu une interview de lui où il disait c'est plus facile de gagner des grands chelems que d'être numéro 1 mondial parce que si tu veux être numéro 1 mondial sur la saison, t'as pas le droit à l'erreur en fait. Et je trouve d'ailleurs que c'est extrêmement dur aussi d'être champion du monde ou champion olympique parce que il faut être présent le jour J sur l'épreuve reine de ta saison ou des 4 ans. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable et extrêmement dur à obtenir. Et c'est aujourd'hui, ça fait partie de mes objectifs aujourd'hui parce que j'étais tellement proche l'an dernier qu'il y a quand même un peu de, pas de regret parce que franchement j'ai donné tout ce que j'avais, mais de me dire j'étais super proche d'être champion du monde. Alors après, oui, j'aurais aimé être champion du monde numéro 1 mondial ce jour-là et puis je fermais quasiment le livre de ce que je pouvais accomplir dans mon sport et je le réouvrais l'année des Jeux pour essayer d'être champion olympique. Mais ouais, c'est très dur d'être numéro 1 mondial parce qu'en fait, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Et du coup, raconte-moi ces différents tours sur la piste, parce que tu dis qu'entre eux, chaque match, tu dis que c'était compliqué parce que tu te mettais la pression, mais du coup, tu les passes ces tours quand même. Je les passe parce que, comme je t'ai dit, quand j'arrive sur les matchs, en fait, il y a une déconnexion totale, ouais, jusqu'au quart de finale par rapport à l'enjeu et puis à la situation. Et finalement, je me focus sur mon match, sur mon adversaire. Et j'avais un tableau qui n'était pas évident ce jour-là parce que j'ai pris des mecs qui étaient forts et qui avaient performé durant la saison. J'arrive à me hisser jusqu'en quart de finale où en tableau de 16, j'avais un match qui était assez dur, 13 partout, ça joue sur les 2 dernières touches. C'était un match âpre sur un mec que j'aime pas forcément tirer. Donc je le passe. Et en fait, en retournant dans mon box, du coup, je regarde sur mon téléphone parce que j'avais pas envie de rester dans l'aréna, je voulais mettre dans mon coin tranquille. Et je regarde, si tu préfères, qui sera mon adversaire en quart de finale. Et c'était soit le Français Rémi Garry, qui était champion d'Europe en titre, qui avait gagné un mois et demi avant à Gênes, soit Colin Hiscock, qui était un Américain, qui faisait partie des gars avec qui j'étais en compétition pour être numéro 1 mondial. Et il se trouve que Colin Hiscock perd à ce moment-là. Et moi, je sais que mathématiquement, du coup, si je passe le quart de finale, c'est sûr que je suis numéro 1 mondial. Et là, du coup, l'attente la jusqu'au sueur, quart, quoi, pour arriver jusqu'au quart. L'attente jusqu'au quart de finale, jusqu'au match, c'était, comme je t'ai dit, c'était un supplice, c'était super dur. Et puis, surtout que je me répétais en boucle, j'ai pas le droit, tu peux pas. Là, franchement, t'es face à ton destin, quoi. T'es à 15 minutes de ton destin. Et ton adversaire du quart, c'est un gars que j'ai l'habitude de tirer parce qu'il fait partie de l'équipe de France. Il a été champion d'Europe un mois avant, donc il est plein de bourre. Et ce jour-là, il tirait extrêmement bien.
Puis il va pas te faire de cadeau, quoi. Il va pas faire de cadeau, t'as pas de coach derrière parce que match franco-français, forcément, t'es seul face à ton destin. Donc toutes les choses mises ensemble, c'est un match qui est super dur et sachant le contexte en me disant quand tu rentres sur la piste, qu'un quart d'heure plus tard, tu peux être numéro 1 mondial. Ou bien ce que je me suis dit, tous les efforts que tu auras fait pendant une saison, ils auront été vains. C'est dur de dire ça, tu vois, parce que finalement, j'aurais été numéro 2 mondial, j'aurais été médaillé sur beaucoup d'épreuves de la saison, mais j'aurais pas rempli l'objectif que je m'étais fixé à ce moment-là. Et je pense que ça aurait été quelque chose qui m'aurait marqué. Et du coup, je suis mené 14-11. Pour un match en 15 ? Ouais, là, t'as plus le droit à l'erreur. Là, c'est vraiment le moment où t'as plus le droit à l'erreur. Et puis franchement, quand il donne la 14e, je sais pas, je passe dans un état un petit peu second, où là, je suis dans un effet tunnel, et le seul truc que je me dis, tu peux pas passer à côté, quoi. T'as pas le droit. Et tu te démerdes comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais une triple galipette arrière, mais t'as 4 touches à mettre et tu vas les mettre, mon coco. Et en fait, je rentre dans la zone, quoi. Là, à ce moment-là, il n'y a plus d'arbitre, il n'y a plus d'adversaire, il n'y a plus rien. Et je me concentrais juste sur toucher. Et je rentre dans un truc où, en fait, je m'étais même pas rendu compte, moi, à ce moment-là, parce que les trucs me paraissaient simples, entre guillemets, tu vois, au moment où tu marches un peu sur l'eau. Mais finalement, quand tu regardes, tu vois que la lame d'adversaire, elle est à 3 cm de toi. Enfin, tu vois, en fait, et je m'en rends pas compte, moi, sur le moment. Et puis, finalement, je gagne le match 15-14. Et là, je me rappelle, c'est le ouf de soulagement parce que j'enlève mon masque et je regarde ma femme et ma famille qui sont dans les tribunes et avec leurs doigts, je leur fais numéro 1, quoi. C'est fait. C'est plus fort pour soi de gagner ce quart que d'aller chercher autre chose, quoi. Alors que c'est que un quart de finale, tu vois, on pourrait se dire, il y a pas forcément, ça assure pas de médaille, mais toi, ça t'assure ton objectif de la saison, quoi. Ouais, alors ça t'assure une médaille, nous, parce qu'au championnat du monde, quand tu gagnes le quart de finale, c'est pas comme aux Jeux Olympiques, tu dois pas tirer la 3e place. Ah, ok. Il y a que aux Jeux Olympiques où tu tires la 3e place. Mais du coup, ça m'assure d'être médaillé mondial. Ouais, et à ce moment-là, du coup, je suis médaillé mondial, et ce qui est, comme je t'ai dit, un événement, parce que c'est vraiment les Jeux Olympiques et les championnats du monde, c'est les épreuves phares de notre sport, et y être médaillé, c'est des choses qui marquent une carrière. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je sais que je suis numéro 1 mondial, que j'ai gagné officiellement le classement de la Coupe du Monde. Quand je repars à mon box, j'ai une décompression qui est ultra brutale, quoi, par rapport à la journée. Après, je cours, je saute dans les tribunes. Après avoir gagné quand le même, match, faire des petits câlins. Ouais, je prends ma femme dans les bras, elle était en pleurs. Je lui dis, on a réussi, on l'a fait. Parce qu'elle m'a énormément épaulé au moment où je préparais tout ça, tu vois. Et c'était un moment qui n'était pas facile pour moi. Et je lui avais dit, écoute, j'ai besoin de toi parce que franchement, je dormais pas la nuit. J'étais à bout de nerfs. C'était super. Je n'étais pas à bout de nerfs avec elle, mais dans mon quotidien, tu vois. C'était très, très dur pour moi. J'avais pas d'appétit. C'était un moment qui était, le comme stress, je t'ai dit, il t'a rongé, quoi. Ouais, le stress, il m'a rongé. Et franchement, c'est la fois dans ma vie où je me suis dit, je sais vraiment ce que ça m'a coûté d'aller prendre ça. Et c'est un truc, je pense, que tu peux pas faire pendant 10 ans, même 2, 3, 4 ans, parce que ça te coûte trop, quoi. Ouais. Ça te coûte en sommeil, ça te coûte en rapports sociaux, ça te coûte en appétit, ça te coûte en tout. Là, t'as compris ce que c'était que les sacrifices du haut niveau ? Ouais, j'ai compris ce que c'était de vouloir devenir numéro 1 mondial et le meilleur de ton sport, quoi. Parce que quand tu regardes, comme je t'ai dit, les Djokovic, les Federer, les Nadal, on te parle de... Alors nous, on conçoit ça parce qu'on te parle de blessures, on te parle de certaines choses, mais tant que tu l'as pas vécu, je pense que tu peux pas te rendre compte de ce que ça te coûte, quoi. Du coup, quand tu deviens numéro 1 mondial et que tu sais que tous ces sacrifices n'ont pas été vains, concrètement, après, dans ton quotidien, ça se représente par quoi le retour à la réalité et de pouvoir refaire des choses normales ? En fait, ça a été assez simple parce qu'on est parti... Alors, il y avait la déception après parce qu'en épreuve par équipe, on n'a pas réussi à attraper de médaille. Donc là, il y avait un petit peu de déception. Mais comme je t'ai dit, je passe très vite à autre chose. Et puis, quand je suis arrivé en vacances, que je suis rentré en France, j'actualisais tous les jours le site de la Fédération internationale pour voir que j'étais officiellement numéro 1 mondial, tu vois, pour voir ta tête tout en haut avec marqué numéro 1. Et puis, en fait, j'ai posé toutes mes coupes, mes médailles, mes trophées que j'avais gagnés sur la saison. Et je les ai posés en haut dans mon bureau, sur un meuble. Et puis, 2 jours après, je suis parti en vacances. Et c'est ça qui m'a fait, tu vois, juste le plaisir finalement de partir en vacances et de pas avoir à parler d'escrime. Et puis, le sentiment d'avoir accompli le travail, tu vois. C'était ça qui m'avait surtout donné du baume au cœur à ce moment-là. Et puis au moment où j'ai posé le pied en vacances à l'étranger, là, il n'y a pas eu de sport pendant un mois. Je mangeais ce que je voulais, je faisais ce que je voulais, j'allais dormir à l'heure que je voulais. Et ça fait vraiment beaucoup de bien, tu vois. Ouais. Et pour revenir juste sur cette compétition, du coup, tu vas en finale. Ouais, c'est ça. Mais la finale, tu la gagnes pas. Non.
Comment tu vis ça quand même? Parce que est-ce qu'il y a un sentiment de travail pas fini ou au contraire, en fait, l'objectif c'était numéro 1 mondial et... Quand je gagne le quart, je sais que je suis numéro 1 mondial. Et en fait, je vais à mon box et je suis avec mon entraîneur. Et en fait, je me rends compte que j'ai oublié une de mes serviettes dans la chambre d'appel. Et donc, du coup, je lui dis, attends, j'ai oublié une de mes serviettes, faut que j'y retourne. Et il vient avec moi. Et puis je marche et là d'un coup genre je sens que mon corps il me lâche, tu vois, j'ai une décompression totale et je me retrouve la tête dans une poubelle à vomir pendant 20 minutes. Genre mon corps il était arrivé un petit peu au bout de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il avait vécu sur ces derniers mois, sur cette saison. Et puis après au bout de du coup de 20-25 minutes quand je commence un peu à revenir à moi, j'ai mon coach qui me dit pour rigoler parce que lui il était arrivé en demi-finale des championnats du monde en individuel et il me dit ah là t'es en demi, t'as pas fait mieux que moi, tu vois. Et même si moi je lui ai dit attends j'ai fait il mieux aurait que dû être toi. vice-champion du monde. Ouais, non mais si je préfère ouais, et surtout que en fait quelques jours avant on rigolait avec les gars de l'équipe et notamment notre coach Vincent qui avait été un très grand athlète, tu vois, il était numéro 2 mondial, il a été médaillé sur les championnats du monde, sur les championnats d'Europe, ça a été un très très grand athlète. Et on s'amusait à faire des questions où on lui disait toi prime ou moi prime, ou toi prime ou lui prime. Et du coup, chaque fois, il trouvait un petit truc, tu vois, pour dire que c'était lui prime, tu vois, parce qu'il avait quand même son ego. Et puis, je lui dis à ce moment-là, je lui dis ok, je lui dis mais par contre, tu sais que si je gagne la demi-finale, il n'y a plus de discussion entre toi et moi. Et du coup, il me dit ouais, vas-y, fais-le. Et du coup, j'avais cette motivation-là qui était extérieure, tu vois, mais j'avais quand même une motivation intrinsèque qui voulait aller au bout de la compétition, parce que je me suis dit, attends, je suis en demi-finale des championnats du monde, je suis à 2 matchs des champions du monde. Je vais Oui, essayer de puis faire quand ce tu que... t'alignes sur un match, c'est pour Quand je gagner m'aligne en sur fait. une compète, c'est toujours pour gagner. Donc oui. Mais du coup, je gagne la demi-finale, mais qui était un match dur aussi contre un Italien qui avait fait une très bonne saison aussi. Et c'est vrai que quand je perds la finale des championnats du monde, sur le moment, juste après avoir perdu, quand je retourne à mon box, il y a quand même eu quelques larmes qui sont descendues parce que même si l'objectif d'être numéro 1 mondial il était atteint, c'est pas tous les jours que tu es en finale des championnats du monde et je m'étais dit donne tout ce que tu as à donner pour essayer d'être champion du monde. Donc il y avait bien évidemment de la déception. Après ça va très vite, tu vois, parce que tu termines ton match, on te fait signer un papier pour faire le contrôle antidopage, on te dit bon dans 20 minutes tu dois être derrière le podium pour l'appel des médaillés. Donc finalement, tu es pris dans une espèce de rush où finalement tu passes vite à autre chose parce que on te dit bon là tu vas recevoir ta médaille, tu reçois ton carton avec le prize money, les gens te félicitent, te disent quelle saison t'as fait, t'as plein d'étrangers, d'athlètes qui viennent te féliciter, d'entraîneurs, t'as ta famille. Donc finalement, tu es pris dans cette spirale là où tu passes très vite à autre chose et puis tu es quand même content, extrêmement content de monter sur un podium des championnats du monde et d'être vice-champion du monde. Mais c'est vrai qu'au au moment où je perds et que je pose mes affaires sur mon sac, j'étais déçu, quoi. Forcément. Il y a un prix quand on devient numéro 1 mondial en escrime? Ouais. Alors quand tu gagnes le classement de la Coupe du Monde, donc ça veut dire à la fin de la saison, tu es invité au gala en octobre, novembre de la saison qui suit, au gala de la FIE pour récompenser donc les équipes qui ont été numéro 1 mondial et puis les athlètes de chaque arme. Donc j'ai eu une médaille où il y a marqué vainqueur du classement de la Coupe du Monde. Je me demandais parce que c'est vrai que pour les sports d'hiver on parle beaucoup du gros globe de cristal. Ouais, c'est un peu pareil. Et pour l'escrime je me disais mais il n'y a pas de globe. Non, il n'y a pas de globe, mais il y a un prix. Il y a un prix, tu reçois une médaille avec marqué ton nom dessus et sur lequel tu es vainqueur du classement de la Coupe du Monde. Et donc tu deviens numéro 1 mondial, ça c'était saison 2025. Et ensuite, comment on se fixe des nouveaux objectifs? C'est très dur, je te cache pas que c'est très dur. Il y a une décompression aussi parce que forcément mon corps et mon cerveau m'ont dit attends Coco, on sait ce qu'on a vécu pendant un an, tu vas pas nous refaire la même en septembre. Ouais. Donc forcément tu as cette décompression là parce que je t'ai dit, moi, j'ai pas eu aussi d'entre-deux. Donc, je suis passé d'un truc où les gens me jugeaient illégitime, notamment pour ma sélection aux Jeux Olympiques, à un an plus tard, j'ai quasiment presque tout gagné dans ma carrière. Et je suis tout en haut. Et finalement, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que les championnats du monde, l'objectif principal que je me fixe, il est dans un an. Les Jeux Olympiques, c'est dans 3 ans. Et finalement, tu peux faire ce que tu veux dans la saison. Tu pourras faire que moins bien. Parce que tu es numéro 1, mais tu peux pas être 0. Donc, tu peux pas monter plus haut que 1. Et finalement, tu sais que voilà, tout ce que tu feras. Alors, quand je m'aligne sur les compétitions, j'ai toujours à cœur de les gagner. C'est quelque chose qui me plaît parce que je t'ai dit, j'aime me mesurer au meilleur et essayer de les battre. Mais c'est vrai que quand tu arrives face à la saison, tu dis, même si je fais ce que j'ai fait l'an dernier qui était quelque chose d'exceptionnel,
je pourrais pas faire mieux, Mm. si ce n'est être champion du monde ou gagner un match de plus au championnat du monde qui sont 11 mois après. Donc ouais, non, ça c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Et puis tu parlais de retour à la normalité. Mais la normalité, finalement, elle revient, le quotidien, comme on dit, revient au galop parce que tu retournes à l'entraînement de la même manière, finalement, que ce que tu faisais quand on est rentré des Jeux, qui était tout aussi difficile parce que tu vis les Jeux Olympiques à Paris, le premier jour où tu reviens à l'entraînement, tu te dis, attends, il y a 3 mois, enfin 2 mois ou 3 mois, j'étais au Grand Palais devant 10 000 personnes qui scandaient mon nom, j'étais une superstar, et puis là, je m'entraîne en fait dans l'anonymat, tu vois, ou presque. Mais en fait, ce qui est surtout dur à gérer, c'est que ce que tu faisais avant qui était bien, tu vois, tu faisais un résultat en compétition, tu faisais un podium, ce qui était bien, qui était quelque chose même d'exceptionnel, et ben aujourd'hui, c'est, pour les gens, c'est un peu pourri. Parce que les gens s'attendent à ce que tu gagnes, à ce que tu sois en finale, à ce que ce soit toi le patron. Et c'est dur aussi ça, parce que moi, c'était un truc que j'avais jamais vraiment vécu. Les gens attendent ça, et toi, est-ce que c'est aussi ce que t'attends? Parce qu'il y a la pression extérieure du public, des coachs, de la fédé, etc. Mais toi aussi, est-ce que tu sens que tu te mets cette pression-là de, en fait, si je fais pas de podium, c'est pas bon, et si je fais que 3 ou 2, c'est pas bon non plus, quoi. Alors si je fais 3 ou 2, moi je relativise quand même sur ça. Parce que pour moi, être sur les pistes finales, et les pistes finales, c'est la piste podium, et c'est à partir des demi-finales sur les compétitions, que ce soit les Coupes du Monde, les Grands Prix ou les championnats, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. C'est jamais acquis. Et avoir la chance de pouvoir fouler ces pistes-là en individuel, en équipe également, mais c'est plus dur en individuel. Il faut jamais prendre ça comme un acquis et comme quelque chose de mauvais si tu fais troisième. Donc finalement, j'ai eu que 2 compétitions sans podium avant de gagner les championnats de France en individuel et puis de retrouver les podiums internationaux en janvier. Et ça a paru finalement long, parce que forcément les championnats du monde c'était en juillet, et puis la saison recommence en novembre, donc il y a des mois qui s'écoulent. Mais finalement, il n'y a eu que 2 compétitions sans podium. Donc je peux pas finalement me plaindre par rapport à ça, mais c'est vrai que les coachs m'ont très bien accompagné dans cette psychologie-là, en me disant, écoute, si tu es encore dans les 5 premiers mondiaux à la fin de la saison, c'est pas une régression, ça voudra dire que tu as été quand même ultra performant, et c'est quelque chose d'extrêmement bien, donc il faut se focus sur ça. Mais pour beaucoup d'autres personnes, notamment les journalistes, tout ça, c'est qui aiment bien, si tu préfères, remuer un couteau dans la plaie qu'il n'y a pas forcément. Si tu préfères, c'est bon, maintenant que tu es numéro 1, en gros, tu dois tout gagner, quoi. Mais notre sport, à la différence du tennis, parce que ou des sports qui sont un petit peu plus longs, finalement, dans la durée du match, nous, c'est ultra dur de perdurer pendant. Tu peux avoir une longue carrière dans laquelle tu vas être performant pendant 2, 3, 10 ans, mais par contre, tu peux pas tout gagner. Enfin, tu peux pas tout gagner, je m'entends, tu peux tout gagner sur l'ensemble de ta carrière, mais tout gagner pendant une saison, c'est quasiment impossible. Alors, moi, je m'interdis rien, c'est pas parce que personne l'a fait qu'on peut pas le faire. Mais c'est dur parce que les matchs durent, comme je t'ai dit, 15 touches. Donc en temps effectif de match, ça doit être 5 minutes. En temps total, c'est 15 minutes. Et 15 minutes, c'est super rapide, quoi. 15 minutes, t'es pas concentré. 15 minutes, tu manques un peu de chance. 15 minutes, pour X ou Y raison, tu passes à côté de ton match, ou simplement l'autre a été meilleur, t'as la douche, quoi. Donc c'est vraiment très très dur de faire beaucoup de podiums sur une saison, même si j'ambitionne à ça, mais il faut que les gens se rendent compte aussi que c'est pas parce que tu as été numéro mondial ou que tu l'es actuellement que tu dois gagner toutes les compètes, ou que tu dois finalement être champion du monde, champion d'Europe à la fin de l'année par obligation. Non, ça c'est pas écrit dans le marbre. Si je le refais, c'est tant mieux, et j'ambitionne à ça. Mais si je le fais pas, tu vois, j'ai déjà fait un podium cette année, j'ai été champion de France individuel. Il y a encore 6 compétitions sur lesquelles j'ai envie de gagner. Mais tu vois, si je suis champion d'Europe, je suis pas champion du monde, je serais déçu de pas être champion du monde, mais ma saison sera bonne. Si je fais beaucoup de podiums sur la saison régulière, ma saison sera bonne. Et je relativise beaucoup par rapport à ça maintenant. Tu disais que pour ce statut de numéro 1 mondial, tu étais en compétition avec ton frère, qui lui aussi avait pour ambition d'être numéro 1 mondial. Comment tu vis cette rivalité sur la piste avec lui, sur justement ce même objectif-là? On a toujours une rivalité sur la piste qui était assez saine, dans le sens où on s'est jamais fait des coups bas, parce que ça fait pas partie des valeurs et de l'enseignement que nous ont donné nos parents. Après, c'est dur, parce que quand tu es en compétition avec ton frère et que tu vis H24 avec lui, forcément, j'ai envie de te dire, comme dans une relation de couple, au bout d'un moment, tu vas amener à te disputer. Qui plus est, nous, on a le stress au milieu, donc on a nos hauts et nos bas, mais on a quand même une relation qui est très très bonne.
en dehors du sport, on se fréquente, on a les mêmes hobbies, tu vois. Donc, non, rien à dire à ce niveau-là. Après, bien évidemment que tu sais, le jour où tu arrives au championnat du monde, c'était pas écrit dans le marbre que ce soit lui ou moi qui aurait été Oui. numéro 1 mondial. Mais tu sais que forcément, il y aura un déçu. Mm. Soit il y en aura 2, soit il y en aura un. Mais c'est quelque chose qui est dur aussi parce que t'en as un qui sera extrêmement déçu, l'autre qui peut être potentiellement extrêmement content. Et je pense que c'est dur quand tu montes aussi haut et que tu as des ambitions aussi importantes, finalement, de faire la part des choses. T'essayes. Si t'es passé à côté de ton épreuve, tu seras extrêmement triste et c'est dur d'être très heureux pour l'autre. Mm. Et puis si tu réussis ta compétition et que tu gagnes le Graal, c'est dur de redescendre ton nuage et d'avoir finalement l'empathie dont pourrait avoir besoin l'autre. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer le jour J, je te parle. Mais de manière générale, on a une concurrence qui est assez saine et c'est aussi ce qui nous a poussé à nous challenger l'un l'autre, à essayer d'être meilleur que l'autre et qui nous a amené à être là, tu vois. Puis tu le disais aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes en rivalité sur un niveau qui est exceptionnel quoi, pour la place de numéro 1. Mais il y a quelque temps, c'est toi qui étais Derrière, ouais. derrière. Et ça aussi, ça doit pas être simple en tant que grand frère, tu vois, à vivre. En tant que grand frère, j'ai pas cet ego-là de me dire il faut que je sois meilleur que mon petit frère. Ok. Parce que je suis le grand frère. J'ai toujours envie d'être le meilleur de manière générale dans ce que je fais, parce que c'est ma manière d'être, tu vois, c'est mon caractère. Au même titre que je voyais mon frère et puis Maxime Pianfetti qui performaient sur les grandes compétitions, et puis c'est vrai que Seb a explosé, lui, sur la saison dernière, même s'il était déjà très performant sur l'année des Jeux, mais il a carrément explosé sur le début de saison dernière, où il fait un début de saison époustouflant. Mais en fait, je me dis, attends, je m'entraîne tous les jours avec ce mec-là, et je le bats des fois à l'entraînement, et tu vois, on a des matchs qui sont âpres, et je me dis pourquoi lui, en fait, ce serait le top du top, et moi, j'y arriverais pas, tu vois. Donc finalement, c'est ce qui me poussait à me dire, si lui, il y arrive, on s'entraîne de la même manière, et moi, je le bats à l'entraînement, je m'entends, hein, je le bats, c'est 50-50, tu vois. Pourquoi j'y arriverais pas en compétition? Oui, mais si t'es capable de le battre à l'entraînement, même si c'est à 50-50, ça veut dire que tu peux le faire en compétition. Et c'est ça qui m'a poussé. Alors après, c'est jamais à 50-50. On va dire que sur des périodes de la saison, il va être meilleur, sur d'autres, je vais être meilleur, mais c'est le propre du sport et de notre sport plus particulièrement. Et voilà, en fait, je me suis dit, si lui, il arrive, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. C'est devenu une obsession pour moi de me dire, si lui, il est tout en haut, et en plus, moi, j'ai commencé à gagner, donc j'étais pas loin de lui, et je me dis, attends, lui, c'est le meilleur. Moi, je suis pas loin d'être le meilleur, donc je peux être le meilleur aussi. Et du coup, c'était devenu une obsession saine, je m'entends, de me dire, il faut t'entraîner plus dur, de manière encore plus sérieuse que ce que tu le faisais avant, même si les axes de progression étaient quand même minimes, mais il faut toujours les chercher. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'a amené, je pense, c'est ce qui nous amène encore aujourd'hui à se challenger, mais on le vit d'une manière qui est quand même extrêmement saine, quoi. Quand il performe, je suis content pour lui. Quand je performe, il est content pour moi. Et c'est bien d'avoir un rapport comme ça, parce qu'on connaît pas mal de fratries, finalement, qui sont déchirées. Tu en as jamais voulu qu'il fasse le même sport que toi? Jamais. C'est pas dans mon caractère d'être jaloux. Je pense qu'il faut bien distinguer être jaloux et envieux. Être envieux, c'est dire lui, il fait quelque chose de bien. Putain, moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose de bien. Lui, il a une belle voiture. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une belle voiture. Donc, je me donne les moyens pour l'avoir. Être jaloux, c'est de se dire lui, il a quelque chose de bien, je veux pas qu'il ait, je veux que ce soit moi qui l'ai. Tu vois, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut distinguer. Parce que être envieux, ça t'amène à te surpasser et à faire mieux que l'autre, mais finalement sans te soucier vraiment de l'autre. Et tu peux même être content pour l'autre si c'est une personne qui t'est proche, ou que tu t'en fiches finalement si c'est une personne avec qui t'as pas un bon rapport ou que tu n'as pas de rapport tout simplement. Et être jaloux dans lequel tu vas vraiment vouloir que l'autre échoue au détriment de toi. Et je pense que ça t'amène pas à te surpasser, ça t'amène à faire du pense-petit, c'est-à-dire que si moi j'ai 1,50€ mais que l'autre il a 1,25€, c'est bien, ouais, mais si finalement l'autre il a 1 000€ et toi t'as 950€, c'est mieux, tu vois. Ou si t'as 1 001€ et que lui il a 1000, c'est bien aussi, tu vois. Oui. Et je pense que c'est sur ça que moi je me base, et c'est ça aussi qui fait mon caractère. Et c'est bien évidemment grâce à nos parents aussi qui nous ont inculqué ça, de se dire que la famille c'est toujours plus important que tout. Parce qu'un jour, l'escrime, ça finira, et le sport, c'est le seul boulot au monde où tu as une date d'expiration que tu contrôles malheureusement pas, qui est ton corps, et puis ton esprit aussi, parce qu'il y a un moment où tu peux être rincé et tu veux passer à autre chose, mais surtout ton corps, au bout d'un moment où il peut plus tenir, c'est fini. Ouais. Mais voilà, après ça, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du rapport avec ma femme, tout ça. Moi, je prends vraiment des rapports sociaux, que ce soit avec ma femme, que ce soit avec mes frères et sœurs, avec mes parents,
avec mes amis proches qui sont importants, parce que tu peux pas te permettre de dire tout et n'importe quoi sous le prétexte que tu es stressé, sous le prétexte que tu as une grande compétition, sous le prétexte qu'à ce moment-là, tu marches sur l'eau et du coup tu dénigres les autres. Non, ça c'est pas ma manière d'être, parce que le jour où le sport ça se finit, et moi c'est vraiment ce que j'ambitionne au-delà des résultats, c'est que les gens se rappellent de moi. Oui, comme avoir été un grand champion, tout ça, ça me fait plaisir, mais comme être une bonne personne et avec des valeurs, c'est ce qui me touche le plus, quoi. Un truc qui m'avait un peu gêné, c'était aux Jeux Olympiques, on avait reçu nos pactages. Les pactages étaient incomplets pour beaucoup d'entre nous. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais acheté un short et un bas de jogging sur le site Le Coq Sportif. T'as pas osé demander? Non, c'est tout simplement parce qu'ils les avaient pas. Et puis je l'avais acheté parce que finalement, on se retrouvait sinon à faire des lessives tous les 2 jours, donc c'était un peu chiant. Et un jour, mon frère me voit avec ça. Et il me dit, mais putain, tu les as eu où? Enfin, tu les as eu dans le pactage? Moi, je les ai pas et tout. Et moi, je dis, ouais, je les ai eu dans le pactage. Lui, du coup, il descend en trombe au camp France quand on était au village olympique pour dire, attendez, mon frère, il a eu ça et tout. Et le mec lui dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas dans le pactage. Il dit, bah si, il les a eu et tout. Il dit, non, monsieur Patrice, je vous le jure, c'est pas possible. Et lui, il se rend compte, du coup, que je lui ai monté une petite supercherie. Et du coup, il remonte avec. Et j'étais avec Maxime Pianfetti à ce moment-là. Et il me dit, t'es un menteur, tu les as achetés. Et du coup, il me dit, attends, je suis descendu. J'ai dit, comment ça s'appelle, au gars, je l'ai incendié. Je dis, attends, j'ai pas ça. Tu fais chier. Et il me dit, il me dit, je passe pour un con. Et du coup, j'étais gêné, tu vois. Et là, du coup, j'ai eu un moment de gêne, mais c'est pas une gêne extrême, Oui, tu vois, non, c'est une mais gêne entre amis, quoi. J'ai jamais vraiment eu de gros, de souvenirs que j'ai, une gêne extrême d'une situation. Mais ouais, ça, ce truc-là, c'était rigolo. Question, Quoi. est-ce que vous avez fini par avoir votre dotation au complet? On a fini à avoir notre dotation olympique au complet à la fin des Jeux. 6 mois après les Jeux. Ah ouais, wow. Mais bon, on avait le jogging de podium et il nous a servi, donc... La colère, j'en ai une très récente, c'était à la Coupe du Monde de Salt Lake City, où je perds contre un mec qui est fort, mais je perds 15-14, et c'est une énorme inversion sur la dernière touche. L'arbitre juge très très mal la touche, et puis le lendemain, on se fait un petit peu voler sur la demi-finale, et c'est vrai que ça m'a mis très très en colère, quoi. Donc j'étais obligé de partir un moment... m'isoler. Quand je suis tout seul, que je perds un individuel, j'avais beau être très énervé, je peux partir finalement dans mon coin. Je casse pas des trucs, moi, quand je suis énervé. Enfin, ça peut m'arriver à l'entraînement, mais en compétition, c'est vrai que je me retiens parce que c'est mes affaires de compète. Et puis, on montre pas ça à tout le monde parce que c'est pas un bon exemple. Et puis voilà, par rapport aux enfants qui sont là, aux gens qui sont externes, même au milieu, tu peux être énervé, mais tu as quand même un droit de réserve sur ce que tu dois faire. Donc moi je casse pas mes affaires en compétition, mais c'est vrai que j'étais très énervé, donc je suis sorti dehors, j'ai hurlé un bon coup, donc voilà, et puis ça s'est reproduit le lendemain en par équipe en demi-finale, on perd 45-43 mais on doit gagner le match, et là c'est pareil, j'ai préféré m'isoler plutôt que de faire peser ce truc là à mes coéquipiers, mais on va dire que l'ensemble du week-end à Salt Lake City m'avait mis très en colère. Tu l'as dit tout à l'heure, t'étais pas celui qui était attendu pour être sélectionné aux Jeux pour Paris. Il y en a qui ont pu remettre en question un peu ta place. Comment toi, tu vis cette sélection, les discours aussi des gens qui sont pas toujours très positifs? Il faut savoir que, objectivement, j'étais légitime à cette 4e place au Jeux de Paris. Moi, j'ai pas remis en doute. Hein. Non. Je te dis pas ça, mais je te dis, du coup, pour t'expliquer un peu le contexte, comment ça se passe. On est au mois de mars, je te dis pas de bêtises, on fait un stage avec l'équipe de France. Et c'est vrai que les 3 premiers qui étaient Maxime Pianfetti, mon frère et Boulada Pichi, qui avaient bien performé cette saison-là, étaient à 95% de chance sélectionnés au jeu. Et il restait 2 compétitions pour jouer la 4e place, donc la place de remplaçant pour l'équipe. L'entraîneur national et son adjoint nous réunissent à l'époque en nous disant il faudra vous démarquer sur les 2 dernières compétitions de la saison et faire un résultat significatif. Et donc être 4e au point et nous donner de bons signaux également par équipe, parce que vous serez là que pour la place de par équipe, donc il faudra être performant par équipe, soutenir les coéquipiers, enfin c'est tout un ensemble de choses, en plus du résultat individuel, qui doivent nous pousser à vous sélectionner par équipe. Et en fait, il se trouve que nous, on était partis un peu avec fracas cette année-là, en septembre, de l'INSEP, parce qu'ils avaient viré notre entraîneur, qui est Vincent Anchtet, et qui a été remis aux commandes l'an dernier. Et nous, on avait entrepris un projet avec lui, donc on avait dit, attendez,
on a envie juste, c'est pas contre qui que ce soit, mais nous, on veut continuer notre projet parce qu'on avait commencé à progresser avec lui, on était performants et on veut pas changer un travail qui portait ses fruits, qui commençait à vraiment à exploser pour mon frère notamment et Maxime Pianfetti et qui, moi, m'avait amené à monter aussi dans mon niveau. 1 an avant les Jeux, quoi. Enfin 8 mois avant les Jeux. Et ça a été une année très très dure parce qu'on nous a tiré dans les pattes toute la saison. On a essayé de faire en sorte qu'on soit pas performant, que ce soit dans notre programmation d'entraînement mais aussi de compétition. Et finalement, avant la dernière épreuve sélective qui était le Grand Prix de Séoul, où ça se jouait du coup pour la 4e place à peu de points, on part au stage au Japon où on était qu'entre nous avec mon frère Maxime et moi et puis notre entraîneur Vincent. Et ils me soutiennent beaucoup en me disant allez, ça va le faire, t'inquiète pas. En sachant que l'entraîneur national, lui, avait la volonté franche, il ne l'avait pas dit à nous, mais il avait sous-entendu et puis il avait fait comprendre à d'autres qu'il ne voulait pas que ce soit 4 personnes hors INSEP qui soient sélectionnées et qui feraient tout pour mettre quelqu'un. Et moi, c'était une pression supplémentaire pour moi, tu vois, ce truc-là. Il y a aussi ce truc de... En fait, il y a une logique dans le sens où la 4e personne, elle vient pour l'équipe. Ouais. Et donc, il y a aussi le fonctionnement humain que vous avez tous ensemble, vous vous connaissez depuis des années, vous grandissez ensemble depuis des années. Objectivement, mon frère et Maxime, qui sont des amis très proches, voulaient que ce soit moi qui soit en équipe, mais le côté sportif disait, bien sûr que nous, on voudrait que tu sois en équipe, mais il faut que tu démontres aussi sur des épreuves individuelles pour être devant au niveau des épreuves sélectives et des points, mais également par équipe. Et tu parlais du côté humain, et nous, parce qu'on avait fait nos équipes de jeunes ensemble, on a cette proximité, cette amitié qui est extrêmement forte, et même avec Bolad Apiti, qu'on connaît depuis des années, avec qui on a un bon rapport. Du coup, j'arrive au Grand Prix de Séoul, et les 3 personnes avec qui j'étais en concurrence perdent dans les phases préliminaires. Moi, je me qualifie pour le tableau 64, et c'est pareil, au niveau des points, je savais que si je rentrais dans les 16 premiers de la compétition, je passais 4e au point, et j'avais un peu rempli mon contrat. Je gagne mes 2 matchs, je rentre en tableau de 16, je perds sur un Égyptien qui était très très fort à ce moment-là, et qui était un de mes partenaires d'entraînement, parce qu'on s'entraînait avec l'Égypte. Okay. Et c'est vrai que quand je gagne mon tableau 32 et que j'arrive en tableau de 16, j'ai ressenti beaucoup d'amour, d'amitié et vraiment une ambiance chaleureuse avec beaucoup d'arbitres, d'entraîneurs. Et c'est là où j'ai vu que les gens m'appréciaient au-delà de la performance sportive parce que tous les gens sont venus me féliciter en me disant bravo, tu vas faire les Jeux Olympiques dans ton pays, c'est top, félicitations. Et c'était vraiment quelque chose de très beau à voir. Il y avait mes parents qui étaient là. Ma femme qui était en stage à Hong Kong, je l'ai appelée directement. Ma sœur qui m'a appelé, c'était 2h ou 3h du matin en France, et elle était en pleurs. Donc non, c'était vraiment quelque chose d'absolument incroyable à vivre. Et dans ma tête, je me disais à ce moment-là que j'étais sélectionné. Et de manière un peu rocambolesque, quand on rentre à Paris, l'entraîneur national et son adjoint essaye un peu de me la faire à l'envers et de sélectionner une autre personne afin de jouer sur des choses qui n'étaient pas vraiment, je sais pas si légal c'est le terme approprié, mais ils faisaient des choses qui n'étaient pas réglo et puis ils ont essayé de faire une sélection qui n'était pas réglo non plus et d'ailleurs qui a été rendue caduque par le comité olympique sans que j'ai besoin d'avoir recours à des conseils ou ce genre de choses, tu vois. Et du coup après la sélection s'est faite avec des gens qui étaient intègres et finalement j'ai été sélectionné aux Jeux Olympiques. Puis j'ai envie de te dire... les montagnes russes, quoi. Ouais, c'était très très dur. Je te cache pas, c'était très très dur parce que du coup, j'appelle mes parents le matin où j'apprends que je vais peut-être pas être sélectionné. Mon père et ma mère, ils étaient en larmes. Et ils étaient en larmes parce qu'ils disaient, t'as tout fait et puis là, c'est fini, tu vois. Et puis c'est pas entre tes mains, en fait. C'est pas entre tes mains, mais parce que je suis comme ça, j'ai jamais abandonné et puis j'ai eu la chance d'être très bien entouré aussi. Et ils m'ont dit, on va se battre parce qu'ils ont fait des choses qui étaient pas réglo. Et donc on va les faire valoir et finalement... il y a quand même un bon dans ce monde-là, même si on voit beaucoup de mauvais. Mais il y a quand même des règles et quand on arrive à les faire respecter, finalement, c'est bien. Et du coup, j'ai été sélectionné aux Jeux Olympiques. Et les discours finalement illégitimes de ces personnes-là sont un peu dissipés parce que je savais que j'allais faire les Jeux Olympiques, j'étais content. Et j'avais vraiment envie de profiter, de prendre toutes les bonnes choses qui pouvaient se présenter à moi dans les mois qui allaient suivre. Et ça s'est concrétisé finalement parce que je fais médaille au championnat d'Europe en individuel, qui était mon premier podium. Sachant qu'un mois avant, les gens disaient il fera jamais rien, enfin les mois et les années avant, il fera jamais rien, tout ça. Et puis je fais un podium dans un grand championnat, ce qui n'est pas non plus donné à tout le monde. Et c'est quand même quelque chose d'important en carrière. Et bon, j'avoue qu'à ce moment-là, je lui ai quand même mis un tir pour l'ensemble de son œuvre. Et derrière, on est médaillé par équipe au jeu. Je rentre, je fais un très bon relais. Donc en fait, on va dire que j'ai assis ma légitimité à ce moment-là, quoi. Justement, vous faites une médaille au jeu et tu es médaillé au jeu, ce qui n'est pas le cas de tous les remplaçants en escrime, parce que comme je le disais, si tu rentres pas, t'as pas de médaille.
Qu'est-ce qui est convenu sur le match de la petite finale pour vous, pour ce match pour le bronze, entre vous quatre, mais aussi avec le coach, parce que finalement, c'est pas votre décision de savoir si tu vas rentrer ou non. C'est le coach qui décide. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est convenu avant même le début du match? Est-ce qu'il te dit, dans tous les cas, je te fais rentrer parce que t'es au niveau? Qu'est-ce qu'il te dit, quoi? Le but, c'est quand même la médaille. Je pense qu'il y avait une volonté commune de la part de tout le monde de me faire rentrer. Parce que j'étais pas non plus 150e mondial à ce moment-là et je pouvais assumer ce rôle-là parce que je l'avais déjà assumé par équipe. Et puis voilà, j'étais en pleine bourre aussi parce que les gars s'entraînaient avec moi, ils voyaient mon niveau. J'avais été médaillé au championnat d'Europe et j'étais le seul des 4 qui avait été médaillé 3 semaines avant. Donc forcément qu'il y avait quand même des bons signaux. Après, t'es jamais à l'abri de rien pour rentrer un peu dans le secret du truc. Et là, c'est une excuse que je te donne. Allez. Que ce soit Maxime Pianfetti ou mon frère, il m'avait dit on repartira pas avec toi sans médaille, quoi. Parce que je t'ai dit, on est liés, franchement, on se connaît depuis qu'on a. Enfin bon, mon frère, voilà, depuis qu'il est né. Mais on avait tellement une relation qui était extrêmement forte que l'un et l'autre, ils m'ont dit en fait. On fera semblant d'être blessé. Ouais, limite, tu vois. Et il n'y aura pas un moment où on repartira avec une médaille sans toi, quoi. Et d'ailleurs, c'est Maxime qui termine son deuxième relais, son deuxième relais. Et puis à peine il sort, il dit au coach Julien Médard, il lui dit tu me changes, tu me sors, quoi. C'est pas une question. Les coachs voulaient me faire rentrer aussi, parce que comme je t'ai dit, je m'entraînais, ils voyaient, tu vois, j'avais pris la leçon avec Julien Médard la veille et l'avant-veille de l'épreuve. J'étais plein de bourre, tu vois, ils avaient des signaux. Tu vois, c'est pas comme si t'as un mec qui est 150e mondial, ou bien il y a un mec qui est en forme, mais il tire que par équipe et ça fait 3 semaines qu'il n'arrive pas à aligner un pied devant l'autre. Donc tu te poses des questions, mais en fait, toutes les circonstances ont fait que, c'est-à-dire que il y avait de la bienveillance dans cette équipe-là. Les coachs voulaient que je participe à la fête. Mon niveau était très bon à ce moment-là. Les gars ont super bien tiré, parce que ça facilite le truc. C'est-à-dire que quand je rentre sur l'Iran, on doit être peut-être à plus 10. Donc forcément, tous les signaux sont positifs pour que je rentre à ce moment-là. Et puis je rentre, je gagne mon match 5-1 ou 5-2, je crois. Du coup, si tu passes de plus 10 à plus 13, il y a 35-21, je crois, ou 35-22. Et puis, 35-22, Bolad rentre après, je crois qu'il gagne 5-0 ou 5-1. Et c'est ça, il gagne 5-1, je crois. Et on est à 40-24. Et là, tu sais que hormis une météorite qui s'écrase sur le Grand Palais... t'as de très grandes chances d'être médaillé, quoi. Mais c'est ça aussi, je trouve, qui fait la beauté du coup de votre relation dans l'équipe. C'est que tu dis avant ce match, les gars te disent on partira pas sans la médaille et sans toi aussi avec la médaille. Ouais. Mais ça veut dire aussi que eux, sur leur premier relais, ils font tout pour creuser le maximum d'écart pour que t'aies cet espace-là aussi de rentrer. Parce qu'en fait, si ça se joue à un point, peut-être que les coachs, même s'ils ont envie de te faire rentrer, ils vont être un peu plus réticents. Et c'est aussi cette hargne que du coup, ça leur donne à eux pour te donner toi la possibilité d'être avec eux, quoi. Mais en fait, il y a eu la double motivation. Je pense qu'il y a eu la motivation qu'ils voulaient vraiment aller chercher cette médaille de bronze. Et comme ils voulaient me faire rentrer aussi, en fait, c'était un supplément d'âme. Ouais. Et tu te retrouves finalement à gagner très bien tes matchs en tirant extrêmement bien. Et du coup, je t'ai dit, le concours de circonstances fait que c'est plus facile pour toi de rentrer. Et finalement, au moment où je rentre, les trois ont eu des mots qui étaient forts pour moi, en plus des coachs, mais je te parle de mes 3 équipiers. Maxime qui me prend dans ses bras, il me dit « Allez, vas-y mon gros, c'est pour toi ». Je passe, du coup, je sors du box et il y avait un Bolad qui était un peu plus loin et il m'attrape et il me dit « C'est ton moment, brille, vas-y, montre que t'as le niveau ». Et j'arrive sur la piste et c'est mon frère qui me passe le témoin en plus, donc c'est un moment un peu solennel. Et il me dit des mots qui sont incroyables à ce moment-là, qui sont très émouvants. Et c'est vrai que derrière, tu te branches, t'as tes 3 coéquipiers qui t'ont dit des trucs de fou. T'as 8000 personnes qui disent vas-y Jean-Phi, t'es chargé à bloc, tu vois. Alors, tête dans les tribunes. T'as des gens à qui ça peut peser ce genre de choses et forcément, nous, t'as jamais 10 000 personnes qui sont là sur un tournoi, donc ça peut te déstabiliser parce que ça en a déstabilisé certains, mais moi ça m'a galvanisé, quoi. Enfin, j'étais dans un truc, je célébrais avec le public quand je mettais les touches, enfin, c'était un truc absolument incroyable. C'est dommage que ça se passe pas toutes les compètes, mais d'avoir 10 000 personnes et que tu puisses célébrer comme ça, mais... je l'ai vécu aux Jeux Olympiques, c'était un truc de fou, et je l'ai vécu aussi à Orléans quand je gagne quelques mois après. Et c'est aujourd'hui mes plus beaux souvenirs de partage, si tu préfères, avec un public, quoi. Est-ce que aussi, du coup, cette médaille, cette place de remplaçant qui est pas facile à vivre, c'est ce qui te donne la motivation derrière d'aller te dire, en fait, je veux plus qu'il y ait de doute, et ce sera moi le numéro 1, parce qu'au moins, il y aura plus toutes ces discussions un peu à la con, si je peux me permettre, de... on le sélectionne pas, on fait des magouilles pour le prendre, pour pas le prendre, enfin... Ouais, alors si tu préfères, oui, ça l'a été, mais déjà après le podium aux Championnats d'Europe et aux Jeux Olympiques,
Je me suis dit, quoi qu'il en advienne, j'ai fait quand même des grandes choses dans mon sport, parce que j'ai eu une médaille en individuel au championnat d'Europe, une médaille par équipe aux Jeux Olympiques, et une médaille olympique, Dieu sait si c'est dur à avoir. Et je me suis dit, ça, on pourra plus jamais me l'enlever. Donc finalement, ce truc de me dire, ce que me disent les gens, si je suis légitime et légitime, ça ne me touche plus vraiment. Mais après, c'est vrai que j'avais, de par le niveau que j'avais constaté à ce moment-là, j'étais un peu, et comme je t'ai dit, j'ai une âme de rêveur, et je me suis dit, attends, putain, t'as fait des trucs qui étaient ouf à ce moment-là. Et peut-être que enfin, je sais pas peut-être, mais il faut que ça se reproduise sur la saison à venir. Et j'ai eu cet élan-là, du coup, de la médaille olympique. Je me suis marié en plus septembre qui a suivi. Donc, en fait, l'enchaînement de choses était vraiment sur un nuage. Et puis, derrière, les compétitions ont marché. Et je sentais que je l'avais dans les jambes, mais que ça s'était pas encore concrétisé. Et finalement, je t'ai dit, la deuxième compétition de la saison, je la gagne. Et là, c'était parti, quoi. Tu vois, je me suis dit, alors, tu te dis pas, je veux être le numéro 1 mondial. Enfin, oui, tant que ça se présente pas à toi, ça paraît un rêve, tu vois. Je le rêvais, le nombre de fois où j'écoutais de la musique, où j'en rêvais le soir, j'en rêvais dans la douche, ou voilà, tu vois, c'était mais rêver pas forcément d'être numéro 1 mondial, mais de mettre la dernière touche en quart de finale, de gagner un tournoi, d'être mes médailles olympiques. C'était des choses dont je rêvais, et je pars du principe qu'à partir du moment où tu les rêves, ces trucs-là, tu peux aller les chercher. Ouais. Alors bien évidemment, ça te coûte que ça te coûte, hein. C'est-à-dire, c'est pas tu te réveilles un matin, tu te dis j'ai envie d'être champion du monde, numéro 1 mondial ou médaille olympique, et ça va tomber tout cuit dans l'assiette. Il faut que tu fasses beaucoup de sacrifices, que tu sois très sérieux surtout, mais c'est pas impossible, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? C'est LA, c'est champion du monde. Tu t'entraînes pour quoi là quand tu te lèves le matin? Je m'entraîne pour être le meilleur. Je m'entraîne tous les jours pour être le meilleur, et c'est ce qui me drive au quotidien. Je vais te dire, sur cette saison, mon objectif, c'est d'être champion du monde individuel et par équipe, parce que je suis passé pas loin l'an dernier, et j'ai envie de marcher, d'attraper cette dernière marche qui m'a manqué il y a quelques mois maintenant. Qu'on soit champion du monde par équipe aussi, parce qu'on a une équipe absolument incroyable. Et ce qu'on fait là, je crois que ça s'est peu vu en France, sur les équipes de France de sabre. Sur une année, on a été capable de gagner 4 Coupes du Monde. Donc, je crois que c'est notre coach qui nous disait ça, c'est du jamais vu dans l'équipe de France de sabre. Donc, on a le niveau pour être meilleur que les autres, parce qu'on l'a démontré pendant de nombreuses compétitions. Donc, j'ai envie que ça se concrétise sur les championnats du monde. On verra, du coup. Je te souhaite en tout cas d'être champion du monde cette année, parce que ce serait, d'un point de vue extérieur, une suite logique, mais c'est aussi normal pour toi que ce soit ça que tu aies envie d'aller chercher, parce que maintenant, c'est des titres qui et puis ce serait exceptionnel. Il faut jamais enlever le côté exceptionnel de la chose. C'est-à-dire que si je suis vice-champion du monde à nouveau cette année, individuel, et comme je le dis aussi, il faut attraper quelque chose par équipe, parce que ça me tient beaucoup à cœur, parce que tu célèbres beaucoup plus quelque chose par équipe que quand tu es tout seul. C'est logique. Mais si je suis vice-champion du monde cette année, je serai encore une fois extrêmement content, parce que ça reste quelque chose d'exceptionnel. Alors aussi, oui, sur le moment, si je suis encore vice-champion du monde, je te dirais, putain, ça fait chier, je voulais être champion du monde, j'étais encore une fois pas loin. Mais il faut se rendre compte que c'est jamais acquis. Pouvoir être sur les podiums des très grands championnats, que sont les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Bien sûr, tout le monde rêve d'être champion du monde, mais si t'es vice-champion du monde, c'est pas pourri, ou même troisième, t'as encore ajouté une médaille très importante à ton palmarès, et des gens qui ont 1, 2, 3, 4 médailles en individuel, c'est extrêmement rare. Donc si on peut les mettre autour du cou, c'est top. Est-ce que le rêve, ce serait pas d'être à LA en finale face à ton frère? Ouais, ce serait le rêve. Ce serait le rêve, parce que j'ai envie de te dire, je pense que déjà les entraîneurs, si t'as 2 Français en finale, t'es plutôt assez détendu. On va dire que tu vas en tribune et puis tu sors ton popcorn. Et puis même pour notre famille, ce serait un truc de malade, parce que c'est pareil, quand on performe, alors quand on est tous les deux sur le podium, mes parents sont très contents. Après, t'as toujours forcément la déception de l'un qui perd avant et l'autre qui gagne. Donc t'as la déception, mais aussi le bonheur et la ferveur de la victoire des autres fils à ce moment-là. Mais ouais, à partir du moment où t'es en finale aux Jeux Olympiques avec ton frère, je pense que là, t'as touché le Graal, quoi. Et si on est tous les deux en finale aux Jeux Olympiques et qu'on gagne par équipe, alors là, je pense que tu vois, je ferme mes valises de suite, j'arrête les scribes et plus. Après ça, on peut mourir tranquille. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on pourra le dire, et je le dirai bien volontiers. Et écoute, je le souhaite, je vous le souhaite en tout cas, surtout pour tous les deux. Merci on beaucoup. arrive un peu sur la fin de l'enregistrement. J'ai quelques dernières questions, en tout cas celles que je pose à tous mes invités. Ouais. Si tu pouvais changer de vie avec un autre athlète le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Je t'ai dit, j'aimais beaucoup le tennis, donc j'aimerais échanger une journée à être dans la peau de Federer, dans ses années prime. C'est lui ton king?
C'est un de mes kings, ouais. C'est un de mes kings parce que c'était la beauté incarnée, c'était le relâchement, c'était l'élégance en fait, tu vois. Et les gens regardaient le tennis parce que Roger Federer jouait, tu vois, comme ils regardaient le basket parce que Jordan jouait. Et ouais, j'aimerais bien changer une journée, être dans les années 2004-2007 où il gagnait. Ouais, possiblement en finale de Wimbledon, tu vois, une journée comme ça où je me réveille, je vais faire ma finale de Wimbledon et je la gagne, donc ouais, ça ce serait une vraie dinguerie. Et après, j'adore le sport auto aussi, je suis un grand fanat de Formule 1, donc ouais, échanger, je pense une journée pour être dans un Grand Prix, peut-être le jour du Grand Prix de Monaco où Charles Leclerc il a gagné chez lui, après des années où il se mangeait des murs, où sa voiture fonctionnait pas, donc ouais, tu vois l'émotion que ça a eu pour lui. Et comme on dit, nul n'est prophète en son pays, donc c'est extrêmement dur de gagner chez toi. Et ouais, j'aimerais bien échanger du coup ma place avec lui pour prendre son baquet une journée, être monégasque et gagner à Monaco. Et puis piloter une Formule 1 parce que c'est un de mes rêves aussi. Ouais. Donc ouais, ce serait incroyable. Dernière question, à quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Pour que je te reçoive, c'est ton frère qui t'a passé le relais. Ouais. Donc dis-moi, à qui est-ce que tu aimerais passer ce relais? Allez, je vais te dire hors escrime pour pas que t'aies que l'escrime, mais j'aimerais bien pour toi que du coup t'es un pilote de Formule 1, donc je te dirais bien Pierre Gasly. Ok, voilà. C'est un challenge, mais écoute, je vais tenter. Moi, j'y connais rien au sport auto, donc c'est aussi l'occasion de se pencher sur la question. Je pense qu'ils ont, eux pour le coup, ils font quand même un sport où tu risques de mourir. Ouais. Tu vois, donc Et puis c'est quand même, je pense, quelque chose aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que nous on fait un sport de combat. Mais tu vois, pour moi, et j'adore les sports de vitesse, mais là, il y avait les jeux d'hiver. Quand tu regardes les épreuves de descente ou de géants, tu vois les mecs, ils sont à 110, 120, 130 km/h à passer entre des portes. On a vu Lindsey Vonn, quand tu tapes une porte, ça pardonne pas, même si bien évidemment elle avait sa blessure au genou. Mais c'est des gens qui risquent leur vie en permanence dans leur sport parce que les conditions sont extrêmes. Et je pense que sur cet aspect-là, ils ont aussi un truc à raconter, comment ils arrivent à aller au-delà de cette peur. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas peur, eux, mais tu vois, c'est quelque chose à gérer. Ouais, c'est marrant parce que du coup, la personne qui m'a déjà dit d'aller chercher un pilote, c'est une fille qui fait du bobsleigh, donc qui est en bob pour l'équipe de France. Et justement, avoir ce parallèle un peu entre l'engin sur la glace, mais l'engin mécanique aussi. Donc ouais, c'est clairement un aspect dont on parle, la peur, parce que dans ces sports-là, c'est présent sans l'être, en fait. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et écoute, je vais tenter. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi pour ton témoignage, c'était trop intéressant. Et puis je vais suivre avec attention cette saison, forcément pour le titre mondial, mais la suite aussi parce que le chemin est encore beau. Je te le souhaite en escrime, en sabre, quoi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!